globalement, il y a 4 familles de données qu'on va suivre. Les premières données, ça va être tout simplement les données qui viennent de l'utilisateur. C'est-à-dire on est capable de savoir sur son mobile de quel operating system il est, sur quel opérateur il est qu'il est connecté en Wi-Fi, est-ce qu'il est connecté en 3G, quel est finalement son profil technique. Deuxième type de valeur de données qu'on va aller chercher, c'est les données qui viennent du publisher. Simplement, quel est le publisher, sur quelle thématique il appartient, quelle est sa durée d'écoute, quel est globalement le parcours moyen de consultation du contenu de ce publisher, et puis quels sont les formats sur ce publisher qui fonctionne le mieux. Le troisième type de données qu'on va exploiter, ça va tout simplement être les données qui viennent, j'ai envie de dire, une fois que le clic est arrivé, c'est-à-dire c'est les données qui sont chez l'annonceur, c'est-à-dire sur le site mobile ou sur l'application. Si on parle d'un acteur du e-commerce, est-ce qu'il y a eu transformation, quel est son panier d'achat, quel est le taux d'ouverture moyen de cette application, quel est finalement le comportement de l'utilisateur une fois qu'il a basculé sur l'environnement de l'annonceur. Et puis la quatrième donnée qui est importante, c'est que le mobile n'est pas un environnement qui est fermé. On va aller utiliser des données qui viennent de l'extérieur, donc des données qui viennent du web pour essayer de faire du cross-screen par exemple, et puis des données qui viennent d'API sur lesquelles on peut aller se connecter, donc les API Twitter, les API Facebook. Et puis dernier type de données qu'on va être capable d'exploiter dans nos ciblages, ça va être les données qui sont fournies tout simplement par l'annonceur, c'est-à-dire sa base CRM par exemple, comment on peut être capable d'exploiter ces données. Une fois qu'on a collecté toutes ces données, globalement l'idée c'est d'enrichir nos capacités de ciblage. Donc on va se retrouver du coup avec la possibilité de faire des ciblages socio-démo classiques, des ciblages comportementaux, de cibler des étudiants, des fans de sport, des intentionnistes, quel que soit le marché, de faire évidemment du ciblage en géolocalisé par exemple, et puis également cette capacité qu'on va avoir à créer des cibles comportementales et à finalement utiliser au maximum ces données pour maximiser les performances de la campagne, aller recibler quelqu'un qui avait déjà engagé avec la marque, ou au contraire aller exclure un utilisateur qui ne nous intéresse plus parce qu'il a déjà transformé, qu'on était sur une transformation un peu one shot, comme on pourrait dire, type un abonnement. Une fois que l'abonné a transformé, il est du coup moins intéressant pour la campagne. Donc c'est une richesse qui va profiter un peu à tout le monde, qui va profiter à l'utilisateur parce qu'on peut partir du principe qu'il va y avoir des campagnes qui vont être plus ciblées, qui vont profiter au publisher parce que ça risque de valoriser son revenu, et puis qui vont profiter bien évidemment à l'annonceur. C'est le sens de tous ces ciblages, c'est de maximiser les performances de sa campagne. Il y a des usages qui sont précis. On a accompagné récemment un acteur de l'industrie musicale par abonnement, pour ne pas le citer, où il y avait un tunnel de transformation qui était potentiellement assez long, plutôt complexe. Il fallait télécharger l'application, puis il fallait créer un compte ou faire un Facebook Connect, puis le produit était gratuit pendant 15 jours, et puis il y avait une transformation payante finale au bout de X jours. Donc c'est intéressant pour nous d'utiliser toute cette donnée qui nous est fournie, au-delà évidemment d'un ciblage classique socio-démo inhérent au produit de cet annonceur. L'idée, c'était intéressant pour nous d'être capable de targeter et puis retargeter l'utilisateur avec des créas différentes en fonction de quelle étape il est dans le processus d'achat, et puis au final d'être capable, comme je disais tout à l'heure, d'exclure cet utilisateur une fois qu'il a transformé, une fois qu'il est abonné, d'exclure cet utilisateur. Autre exemple également, on a la capacité de proposer à l'annonceur de diffuser leur campagne uniquement sur les utilisateurs qui ont déjà l'application de l'annonceur. Donc on a accompagné un acteur du pari sportif récemment, sur lesquels on était capable de faire tourner 2 jeux de créa différentes. Une première création avec X euros pour l'ouverture d'un compte qui est diffusé pour les utilisateurs qui n'ont pas l'application, et donc qui renvoient vers l'App Store ou vers Google Play pour télécharger cette appli. Et puis autre exemple, autre dispositif pour le même annonceur, une création beaucoup plus précise qui renvoie directement dans l'application post-clic pour aller générer le pari correspondant à la bannière. Et puis dernier exemple également, toutes ces capacités de tracking et puis de mesure, elles ont, j'ai envie de dire, un impact même jusque dans la création publicitaire. Pour citer un exemple encore plus concret, on a accompagné L'Oréal à travers sa marque Maybelline en Asie sur une campagne où l'utilisatrice devait embrasser son téléphone, et en fonction de l'intensité de son baiser, tel ou tel rouge à lèvres lui était recommandé. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment le tracking finalement d'une action qui a eu lieu à l'intérieur du format publicitaire pouvait faire évoluer tout simplement la suite du dialogue qui est engagé entre la marque et l'utilisateur.